C'est parti. Alors, bonsoir madame, bonsoir monsieur. C'est aujourd'hui le 12 avril 2021, il est 8 heures. Alors, c'est la séance du conseil régulière du mois d'avril. Nous avons quorum. Madame Sainte-Marie, vous êtes en ligne? Oui, je suis présente. Oui. Patrice Boisjoli? Présent. Lucien Thibault? Présent. Daniel Marchand? Présent. Présent. Monsieur Wissel, le directeur général? Oui, présent. Oui, et moi-même. Donc, nous avons quorum, mais la séance est ouverte. Nous avons un ordre du jour. À l'item 9 point, vous avez ajouté un item à 9 pour ajouter l'arrêt du règlement d'emprunt du garage municipal. Du retrait du règlement d'emprunt. Là, qu'est-ce que tu as dit? 9.2, Oui. retrait du règlement d'emprunt de 750 000 le règlement 441-21. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Non, pas pour moi. Est-ce que Nicole tu en fait la proposition? Oui. Alors, c'est proposé par Mme Nicole Sainte-Marie. Ça va à tout le monde? J'imagine que oui. Si ça ne va pas, il faut le dire tout de suite. Ça va pour l'ordre du jour. Donc, on est rendu à l'adoption des procès-verbaux à l'item 3.1, la séance ordinaire du 8 mars 2021. Est-ce que ça convient? Y a-t-il des questions? Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en fait la proposition? Je peux proposer, Daniel. Daniel Marchand? Yes. Alors, je comprends que ça convient. La séance extraordinaire du 18 mars 2021. Si ça convient, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer, moi. Nicole Sainte-Marie. Merci. OK. Alors, ça convient à tout le monde, c'est d'adopter. Le suivi du dernier conseil, je parle, est-ce qu'il y avait des choses? Non, il n'y a pas rien de spécial, Régent. OK. Le thème suivant, c'est la démission de M. Sylvain Roy, conseiller. Alors, je vais faire la lecture de la lettre de démission. Mesdames, Messieurs, je fais des brefs. Nous avons reçu dernièrement une lettre au sujet du garage municipal signée par 6 personnes. Dans cette lettre, on me prête des intentions que je n'ai pas, car elles sont clairement défavorables au mieux-être d'une communauté comme la nôtre. Surtout, ces intentions, voire ces affirmations sont contraires à mes valeurs personnelles, à l'éducation que j'ai reçue et à mes propres orientations depuis le début de mon mandat. Puisque mon rôle est de représenter une population à titre de conseiller, comment le faire si une partie de la population a cette perception? Dans ces circonstances, de mon côté, c'est logiquement et ou moralement impossible de poursuivre mon engagement. Je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée et ne souhaite que du succès pour la communauté de Saint-Urbain-Premier. Ma démission prend effet immédiatement. Alors, cette lettre-là est datée du 23 mars 2021. Je vais rajouter à cette lettre-là que nous devons à Sylvain Roy des remerciements, que je tiens à remercier en mon nom personnel et au nom du Conseil pour son dévouement auprès de la population et sa loyauté au sein de notre Conseil municipal. Alors, tout au long de son mandat, il a consacré son temps et ses énergies pour le mieux-être de l'ensemble de la communauté. Alors, je tiens à ce qu'on le remercie sincèrement et lui souhaitons tout le meilleur pour l'avenir. Sur ce, on va aller au point suivant. C'est le point 6, une nomination pour différents comités. Alors, le premier, c'est par rapport à la bibliothèque. J'ai demandé à M. Boisjoli s'il voulait remplacer M. Roy pour la bibliothèque. Et M. Boisjoli a accepté. Alors, on nommerait Patrice Boisjoli pour le représentant du conseil auprès de la bibliothèque. Et, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je vais le proposer, moi. Nicole Sainte-Marie, merci beaucoup. Oui. Ça va tout le monde, j'imagine que oui. Merci, Patrice.
Le deuxième, la régie intermunicipale de la Côte de la Vallée de la Chaudière, j'ai demandé à Lucien Thibault. La régie veut régulariser ce point-là. Là, ça prend une substitut au maire pour être à la régie. Alors, Lucien Thibault a accepté. C'est quelqu'un qui en fait la proposition. Je peux, Daniel. Daniel? Merci, Daniel. Merci, Lucien, d'accepter ça. Bienvenue. Et en sécurité publique, pour être l'élu désigné auprès de la Sûreté du Québec et faire le lien avec la personne qu'on appelle notre parrain, qui est le sergent Saint-Lien. Alors, j'ai demandé à Daniel Marchand et Daniel a accepté. Est-ce que quelqu'un voudrait en faire la proposition? Patrice Boisjoli. Ah, vas-y. Merci, Patrice, et merci à Daniel d'accepter ça. Le point 7, la dérogation mineure du 629 rue du Forgeron. Patrice, veux-tu en parler, s'il vous plaît? En fait, oui, cette dérogation-là, c'est pour... il y a deux points en particulier. C'est que, dans le fond, c'est pour la construction d'un pavillon qui sera un petit peu plus petit que la réglementation d'un garage détaché. Puis, dans le fond, ça remplacerait justement son droit du deuxième bâtiment accessoire. C'est un pool house qu'il appelle. C'est pour la piscine. Fait que là, il avait été convenu. Le CCU proposait d'accepter, mais de mettre sous condition que ça soit écrit que ce pavillon-là remplacerait le droit d'avoir un garage détaché par la suite. Alors, c'était une recommandation favorable au projet. Il y avait aussi l'utilisation du verre trempé pour, dans le fond, la clôture de l'enceinte de la piscine, qui n'était pas un matériau qu'à l'époque on permettait, mais avec les nouveaux matériaux, il va falloir changer aussi nos règlements pour pouvoir le permettre. Fait qu'encore une fois, le CCU il recommandait d'approuver aussi cette recommandation-là. Et puis le troisième point, c'était il y a un cabanon réglementaire tout, mais il y a comme un annexe, comment on appelle? Un appentis. Un appendice, ouais, l'appentis. Puis, dans le fond, ça serait de réglementer ça aussi pour le permettre, puisqu'il y a beaucoup à Saint-Urbain de personnes qui ont la même chose. Donc, ça serait juste de venir tout réglementer. Fait que les trois points, le CCU recommandait d'approuver. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Sinon, est-ce que quelqu'un a fait la proposition d'adopter les recommandations du CCU pour permettre la dérogation mineure? Ah, Lucien. Lucien? Oui. C'est bon. Merci beaucoup. Au point 8, la reprise de la campagne d'embellissement. L'an passé, on a mis en priorité la campagne d'embellissement, c'est-à-dire de voir à l'entretien des bâtiments et de voir aussi à ce que les nuisances soient enlevées, dégager les terrains de nuisances. Et cette année, il faut continuer donc ce travail-là qui a été entrepris l'an dernier, mais qui n'a pas été terminé. Alors, à ce sujet-là, j'ai proposé qu'on fasse une résolution pour manifester aux citoyens l'importance de la tâche, l'importance de rendre notre village, notre municipalité belle, bien entretenue, accueillante. Et pour cela, je t'avais proposé de nous faire un début de résolution. Je ne sais pas si tu as eu le temps de le faire. En fait, non, c'est ça. Je pense que l'idée, c'est plus de nous autoriser à réactiver le projet. On a une centaine de propriétés là où on avait l'année passée, l'automne dernier, des corrections à faire. Et l'idée de la résolution, c'est ça, c'est de nous autoriser à réactiver le projet. Puis il y avait aussi, Régent suggérait qu'on mette une priorité à l'intérieur des priorités, parce que en ce qui me concerne, la centaine de cas, puis là, c'est à voir s'il y en a qui ont été réglés depuis. Le mandat, c'est vraiment de tout adresser ou de tout régler les cas qu'on a en dossier présentement. Par contre, on viendra ajouter une priorité pour ce qui est du noyau villageois
Essentiellement, c'est ce que la résolution dirait. OK. Si tout le monde est d'accord, est-ce que quelqu'un a fait de la proposition? Oui, je peux, Daniel. Daniel? Daniel Marchand? OK. Ensuite, on va aller au point 9, qui est l'arrêt du projet de construction du garage municipal et le retrait du règlement d'emprunt. Au point 9.1, le dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes à la voter. Je vais laisser la parole à Charles, là. Oui, en fait, on a, dans le courant du mois de mars, suivi un processus d'enregistrement des personnes habiles à voter, exercice qui s'est tenu là, dans le courant du mois de mars. On devait avoir c'est-à-dire un minimum de 130 personnes. Au-delà de ça, c'est-à-dire, c'est ça, 130 personnes habiles à voter et moins nous donnaient le droit de poursuivre et d'aller de l'avant avec le projet de règlement d'emprunt pour la construction du garage municipal sans avoir à tenir un référendum. Et au-delà de 130 personnes habiles à voter, à ce moment-là, la municipalité, deux possibilités, soit que la municipalité ne poursuit pas le projet, aller de l'avant avec le projet de construction du garage municipal, ou soit la municipalité tient un référendum pour sonder l'ensemble de la population. Et les résultats de cette procédure nous ont amené à 166 personnes habiles à voter. Alors, la conclusion, c'est que si la municipalité désire aller de l'avant avec la demande de règlement d'emprunt pour la construction du garage municipal, ben on devra ou elle devra tenir un référendum en bonne et due forme. OK, merci. Ça, c'est le dépôt de ton certificat. Ben, le dépôt du certificat, ce que dans le fond, on a rendu public le lendemain, le surlendemain là, de la dernière journée où les gens pouvaient venir s'enregistrer. Ben, je voulais juste, dans le fond, confirmer les chiffres que je viens de vous donner. OK. Alors, on va aller au point 9.2, qui est le conseil s'est réuni en réunion de travail et comme on l'a adressé à l'ensemble des citoyens, il n'y aura pas de référendum, mais le projet de règlement d'emprunt c'est donc retiré par code de résolution, ce qui fait que le projet de garage municipal il est remis dans une autre, comment dire ça, il est abandonné pour le moment. Mais je vous ai mentionné toutefois que les derniers événements relatifs à la construction du garage municipal ils portent à réflexion. Il y a eu 6 citoyens, dont 3 anciens élus, ont choisi de cheminer une lettre à l'ensemble de la population pour leur demander de s'opposer à la réalisation du projet de construction du garage. Plutôt que de présenter leurs questions, leurs suggestions, ces personnes affirment que le conseil municipal a été de mauvais foi dans sa démarche et a profité, c'est indiqué tel quel, de la pandémie pour réaliser la construction du garage et a bafoué ce droit de s'exprimer. Ces affirmations m'apparaissent malsaines. Ils sont une attaque directe à l'intégrité et aux valeurs des membres du conseil. Cela m'apparaît inacceptable. Et je m'interroge quels étaient leurs objectifs. Le conseil, tout au long de la démarche, le conseil s'est assuré que tous les documents, les plans et devis, commentaires du comité consultatif d'urbanisme, demandes de subventions, etc., soient disponibles pour consultation. Ainsi, nous avons rappelé à plusieurs reprises que les citoyens pouvaient adresser leurs questions sur ce projet. Toutefois, nous n'avons reçu aucune demande, aucun appel téléphonique. Comme vous le savez tous, la réalité de la pandémie cause à chacun de nous de nombreuses limitations. Les consignes imposées par la santé publique nous ont interdit de nous rassembler. Donc, impossible de tenir une rencontre publique pour présenter et échanger sur le projet. Le conseil municipal et le directeur général ont respecté intégralement toutes les consignes de la santé publique, ainsi que celles émises par le directeur général des directions tout au long du cheminement du projet. Chers concitoyens, soyez assurés que tous les membres du conseil travaillent pour le mieux-être de la communauté et les décisions
décisions sont prises dans l'intérêt de tous les citoyens. Et j'en suis très fier. La communauté Saint-Urbain-Premier a plusieurs défis à relever. La revitalisation de la vie principale, entre autres l'avenir de notre Église, la situation de la politique MADA, aussi la mise aux normes des installations septiques, l'aménagement de la ligne d'école, le garage municipal et les futurs développements domiciliaires et bien d'autres. Pour y parvenir, notre communauté de 1300 habitants, quelqu'un doit être capable de travailler ensemble avec respect et ouverture d'esprit. Je souhaite que toutes nos énergies soient orientées en ce sens. Sur ce, ça prend une résolution pour... Charles, est-ce que tu es en mesure de lire la résolution pour le retrait du règlement d'emprunt 441-21? En fait, faut que je sois capable de lire ton écriture. En fait, ça relève les faits qui se sont déroulés. C'est basé sur les articles de la loi, entre autres 559 de la loi sur les élections et les référendums de la Conseil pris par résolution retirer les règlements. Et si vous permettez, chers collègues, je vais faire la proposition de retirer les règlements d'emprunt. Si avez-vous des questions? Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Ouais. D'accord. Oui. Alors, on va retirer le règlement d'emprunt. On va passer au point suivant, qui est l'adoption des dépenses. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? En fait, on a des dépenses totales de 140 936,86. Les dépenses extraordinaires à l'intérieur de ce mois. On parle des plans d'ingénierie du garage pour un montant de 20 408 $. On a également une facture de la firme JFSA pour les travaux de branchement illicite, des travaux qui ont été faits l'an passé. Alors, c'est un montant d'argent qui appartient à 2020 pour un montant de 31 905 $, toujours taxes inclus. On a des cotes-parts au niveau de la MRC de 10 200, 3 $. Essentiellement, c'est ça. OK. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je vais en faire la proposition. Nicole Sainte-Marie. Merci, Nicole. Est-ce que tout le monde est d'accord ou s'il y a des oppositions, il faut le dire tout de suite? On va aller au point 11, autorisation pour l'application des règlements de municipalité par Mme Joanie Desgros-Gellier. Desgros-Gellier, c'est ça, oui. Charles? Oui. En fait, c'est essentiellement en ligne avec la réactivation du projet embellissement au niveau des différentes inspections et l'application des règlements municipaux. En fait, l'idée, c'est que Joanie puisse être capable de signer la documentation associée, tout simplement, comme Vicky peut le faire, comme notre consultant Philippe Meunier aussi peut le faire aussi. Alors, c'est ça. Okay. C'est ça. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui, Lucien. Lucien Thibault. Merci. Alors, le point 12, c'est le nettoyage des fossés le long de la route 205 entre Saint-Urbain-Premier et Sainte-Martine. La résolution est à l'effet de demander au ministère des Transports de continuer, de terminer les travaux dès que possible, compte tenu que c'est entrepris et qu'il faut les finir. On espère qu'on va finir en 2021. C'est le sens de la résolution, du point qui est déposé là. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Patrice Boisjoli. Patrice Boisjoli, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bon. On va aller au point 13, qui est la réduction de la limite de vitesse de 90 km/h à 80 km/h. Quand on dit entre Saint-Urbain-Premier et Sainte-Martine, dans le fait, on rend à partir du numéro civique 3 jusqu'au numéro civique 120. Le numéro civique 120, c'est là que débute présentement la zone de 70 km/h. On a déjà, dans le passé, envoyé une résolution, mais je pense qu'il y aurait lieu de la rafraîchir et de la retourner une autre fois pour que les résidents et les agriculteurs soient en plus de grande sécurité quand ils entrent chez eux ou quand ils sortent de leur propriété. Alors, c'est ça le sens du point 13 de la réduction de la limite de vitesse sur la rang double.
Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je propose, Daniel. Daniel? Merci. On va aller au point suivant, qui est le changement des dates pour le paiement des taxes 2020, ainsi que le taux d'intérêt. Oui, en fait, suite à la demande de la comptable, question de régulariser là, les nouvelles dates. Si on se rappelle, on avait décalé d'1 mois par rapport aux dates autorisées dans le règlement de taxation 2020. On avait décalé d'1 mois la remise ou le paiement des taxes, un délai. On avait également mis le taux de taxation, c'est-à-dire le taux d'intérêt sur les retards. Au lieu de 12 on avait, le conseil avait décidé d'y aller avec 6 Donc, c'est pour régulariser. C'est juste, exact, c'est juste pour régulariser la volonté du conseil l'année passée de la comptabilité. Oui, 2020, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je vais le proposer, moi, Nicole Sainte-Marie. Merci. On va aller au point 15, qui est l'adoption du schéma de couverture de risque incendie. Je veux dire là-dessus, c'est qu'on a rencontré Philippe Thibault la semaine dernière à ce sujet-là. Et la conclusion est à l'effet que la proposition de schéma qui est présentement sur la table là, est satisfaisant, il est réaliste, il est réalisable, il est à peine différent du schéma des années antérieures. On va peut-être mettre un peu plus, on va mettre plus l'emphase sur la prévention dans les années qui vont venir. Au niveau des couvertures en matière de combat contre l'incendie, il faut maintenir nos ententes avec les casernes et les municipalités entourantes pour parvenir à avoir une force de frappe suffisante dans des délais acceptables. Alors, dans ce sens-là, vous avez eu le document. Et ce schéma-là va être accepté par chacune des municipalités à leur séance de conseil maintenant pour être adopté à la MRC mercredi prochain à la séance de la MRC le 21. Il n'y a pas de question. Est-ce que quelqu'un a fait de la proposition? Lucien Thibault. Lucien Thibault. Merci. Le point 16, demande d'appui financier pour la Fondation des maladies du cœur et AVC. Charles? Oh, est-ce qu'on a perdu Charles? Non, excusez-moi, j'étais sur le mien. C'est pour un montant de 125 $ comme l'an dernier, au niveau de cette fondation-là. OK. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui, Daniel. Daniel Marchand. Merci. On va au point 17.1, le renouvellement du contrat pour le déneigement 2021-2022. Charles? Oui, déneigement. En fait, en fait, l'idée, c'est de renouveler le contrat de déneigement avec l'entrepreneur Dubuc pour un montant de 102 000 $, taxes inclus. OK. S'il n'y a pas de questions, est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Patrice Boisjoli. Merci. Au point suivant, le remplacement des pompes au poste de pompage PP2, PP4. Charles? Oui, en fait, l'idée, c'est de remplacer les 2 pompes à chacun des 2 postes de pompage, PP2, PP4, pour des nouveaux modèles plus performants et évidemment dans un contexte où les pompes qui sont en place présentement sont des UX. Alors, on parle d'une dépense de 12 500 $ par poste, donc 25 000 $ pour ce qui est du remplacement des 2 pompes. Des 2 stations de pompage. On parle de 4 pompes en tout. L'idée, c'est de garder les pompes qui sont en place présentement en cas de relève, si on a besoin en mode urgent d'envoyer une pompe en réparation. Je veux dire, on va quand même essayer de travailler à réutiliser les pompes qu'on remplace de plus ou moins en cas d'urgence ou au besoin.
D'accord. Alors, donc, on parle de 25 000 pour le remplacement des pompes à chacun des deux postes. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Avant la proposition, j'aimerais ça, moi, poser une question. Est-ce qu'on peut s'assurer que les pompes, ils vont déchiqueter les lingettes? Parce que c'est ça notre problématique. Puis moi, je veux que ça soit clair. J'ai pas le goût qu'on change des pompes et qu'on a les mêmes problématiques après. Puis là, on avait demandé des questions, puis j'ai pas eu les réponses. Comme quoi que c'est affirmatif, là, vous leur proposez les mêmes pompes qu'on avait parlé la dernière fois. Puis pour moi, ça, c'est important. Patrice, tu n'auras pas de garantie à 100% que toutes les lingettes, les jeans, qui vont rentrer dans ces pompes-là vont être déchiquetées. La réponse, c'est non. Il n'y a aucune garantie que 100% des lingettes qui vont passer dans ces affaires-là vont passer. Par contre, c'est des pompes qui sont plus performantes dans un contexte où il y a plus la capacité est plus grande en termes de déchiqueter des lingettes. Maintenant, en termes de chiffrer ça, moi, je suis pas capable de te donner une réponse. Puis, le fournisseur, il s'est fait bien expliquer notre problématique. Et il nous conseille, hors de tout doute, ces pompes-là. Comme quoi, ils sont assez forts, en connaissant notre problématique qu'on a à TP2 et TP4. Exactement. Puis, Patrice, je te rassure, là, cette problématique-là, elle existe dans toutes les municipalités au Québec. Peut-être, mais j'ai pas le goût que ça revienne, qu'on ait des problématiques. Si on peut en mettre une plus forte pour sauver, je préférerais en mettre des plus fortes. Effectivement, mais on est aux limites. En termes de capacité de pompage, on est aux limites par rapport à ce qu'on est autorisé avec le ministère de l'Environnement. Ça, je pense que c'est correct. Là, on parle de pompes de nouvelle génération. On devrait voir beaucoup moins de problèmes au niveau des lingettes, mais de là à dire qu'on règle le problème à 100%, il n'y a pas personne qui va te confirmer ça. C'est pas normal que notre employé aille à se lever aussi souvent que ça la nuit pour aller débloquer les pompes ou quoi. Je veux dire, le règlement de l'environnement, je suis d'accord, mais je veux dire, au pire, il aurait fallu peut-être la poser la question de l'environnement si on a besoin des plus puissantes. En tout cas, bref, je veux juste qu'on s'assure que c'est les bonnes pompes qui sont choisies. C'est ça que je voulais dire. J'ai fini. Alors, est-ce que tu es quand même d'accord pour procéder à l'achat de ces pompes-là? Est-ce que tu as une proposeur pour le faire? Oui. Daniel. Daniel? Mm-hmm. Alors, si tout le monde est d'accord, on va passer au point suivant. J'avais une petite question, par exemple. Oui. Ce qu'on me dit là présentement, c'est qu'on n'est pas sûr que les pompes vont déchiqueter toutes les lingettes. Bon. Est-ce qu'il existe d'autres systèmes qu'on peut mettre avant les pompes qu'on s'assure qu'on déchiquette les lingettes? Il ne faut pas répondre à la question, je ne sais pas. En fait, ce que je comprends, c'est que la municipalité avait déjà évalué la possibilité de mettre ce que Martin appelle des genres de broyeurs. Non, pas de broyeurs. Je veux dire, regarde, on peut. Là, de toute façon, si on rajoute de l'équipement en amont, ça n'empêche pas le fait qu'il faut qu'on remplace les pompes de toute façon. Là. Ce qui avait été évalué, c'est la possibilité de mettre les genres pas de filtre, mais de bac de rétention en amont de la pompe. Mais ce que Martin explique, c'est que, je veux dire, là, il faut que tu débouches ça sur une base régulière, là, avec les accumulations de gras. Tu sais, un peu comme les filtres de piscine, là. Tu sais, avant le filtreur d'une piscine, t'as un genre de bac dans lequel l'eau passe, et puis ce bac-là ramasse les plus gros morceaux. OK? Et il y a peut-être quelque chose de cette nature-là qu'on pourrait faire, mais Martin ne le recommandait pas parce que, bon, de toute façon, il faudra que ce soit débouché, débloqué sur une base régulière. Là, on ne parle pas de broyer. Je pense que la lingette, on parle plus de récupérer la lingette avant qu'elle passe dans la pompe. Là.
OK, C'est ça. donc, ce que je OK. comprends, c'est qu'on a choisi les meilleures pompes qu'on pouvait choisir. Puis c'est ça qu'on Exact. va installer. Exact. OK, c'est Oui, bon. puis dans un autre tantôt, on pourrait avoir une rencontre avec Martin pour qu'il nous explique quelle sorte de dispositif qui existe sur le marché pour aller dans une sorte de panier filtre dans lequel les lingettes se ramassent et il faut aller le vider périodiquement. OK, merci. Ça va-tu? Ça va-tu pour ce point-là? Y a-t-il d'autres questions sur les pompes? Alors, ce que je comprends, c'est que Daniel Machin a fait la proposition et ça va convenir pour tout le monde. On va donc au point suivant. L'octroi de contrat pour les liages de chaussée. Liage de chaussée, yes. En fait, c'est ça. On a un résultat d'appel d'offres sur invitation qu'on a ouvert la semaine dernière et pour un montant de 16 118,49 $, taxes inclus toujours, marquage, signalisation, la firme qui avait gagné la demande de soumission pour le liage de la chaussée pour l'ensemble de la municipalité. OK. Est-ce qu'il y a un proposeur? Est-ce que quelqu'un a fait la proposition pour le liage de chaussée? Je vais te proposer. Daniel Marchand. Merci. Au point 17.4, l'octroi du contrat pour l'asphaltage du Forgeron est mémorable. Oui, on a encore une fois appel d'offres public cette fois-là. On a ouvert les soumissions le 22 mars dernier. Alors, pavage MCM pour un montant de 135 183,24 $. Le mandat inclut le pavage. En fait, c'est ça, une couche de finition sur les rues Forgeron mémorables. On vient aussi mettre de l'asphalte au niveau de la section des boîtes aux lettres sur Forgeron. Et il y a également, à l'intérieur de ce montant, les dos down d'asphalte pour l'ensemble de la municipalité, ce qui avait été demandé initialement au Conseil. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, est-ce qu'il y a un proposeur? Patrice Boisjoli. Merci. On va aller au point suivant, qui est l'octroi du contrat pour l'asphaltage du chemin d'arrivée des Pipes Sud. Oui, en fait, encore une fois, appel d'offres public. On a ouvert les soumissions aussi dans la semaine du 23 mars. Pavage CK pour un montant de 132 786 et 5 sous, taxes inclus toujours, pour le pavage de la section, en fait, d'une section de Rivière-des-Fêtes-Sud. Oui, c'est la section entre la montée de la rivière des Pipes-Sud et le rang des Irlandais. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui, Lucien. Patrice Boisjoli. Allez-y. Patrice Bourgerie? Merci. On va aller au point suivant, qui est l'octroi d'un mandat pour le drainage du secteur Forgeron mémorable. En fait, oui, ça, c'est dans le fond des travaux qui sont préliminaires au dossier d'asphaltage, avec lesquels on a quand même un peu de difficulté là à estimer le montant exact des travaux à faire. L'idée, c'est de venir en fait déplacer des puits d'accès, reniveler, dans le fond, des portions de bordure de chaussée pour, dans le fond, réduire ou éliminer les accumulations d'eau lorsqu'il y a des pluies abondantes. On parle je vous dirais, d'une vingtaine de points dans le secteur Forgeron et mémorable à régulariser. Alors, c'est ça. On parle d'un dossier ici qui pourrait coûter aux alentours de 20 000, moi je vous dirais n'importe quoi entre 20 et 25 000 $ maximum.
Pourquoi que c'est difficile? Les ingénieurs ne sont pas en mesure de pouvoir nous donner un chiffre exact. C'est ça. C'est la quantité d'heures de travaux ou de travail. Je pense que l'idée ici, ça serait d'y aller taux horaire, pièces et main-d'œuvre avec un entrepreneur de la région pour justement effectuer les travaux. Grosso modo, c'est ça. OK. Est-ce qu'il y a des questions à poser là-dessus? Sinon, est-ce qu'il y a un proposeur? Patrice Boisjoli. Merci. On va aller au point suivant, l'autorisation pour l'émission d'un appel d'offres pour l'asphaltage de la montée grande ligne. En fait, l'idée ici, c'est de nous autoriser justement à demander des prix pour l'asphaltage de montée grande ligne entre le centre du village, Quatre Coins, et en fait jusqu'au bout, là, jusqu'aux limites de la municipalité Saint-Urbain Ier ou Lumière Jaune. Sur chemin grande ligne. Excuse-moi. En fait, oui, chemin grande ligne, tout à fait, effectivement. L'idée ici, c'est pas nécessairement de nous autoriser à donner un contrat, mais tout simplement nous autoriser à aller en demande de soumission et on aura besoin d'une résolution ultérieure là, lorsqu'on aura une meilleure idée des coûts. Quand on aura une soumission, on verra si on octroie le contrat ou pas, c'est ça que tu veux dire? Exact. OK. Est-ce que quelqu'un fait la proposition pour qu'on aille en soumission? Je vais le proposer, moi. Nicole Sainte-Marie. Merci. Et on va aller au point suivant, qui est le remplacement des têtes de lampadaire technologie Dell. Ben, dis-moi, Charles, là-dedans, là, on n'était pas supposé d'en discuter avant dans tous les projets, les projets futurs, là? Non, oui? Ben, en fait, oui, mais en fait, est-ce que tu m'as tué là, toi, tu parles de l'asphaltage de montée grande ligne, c'est ça, Nicole? Non. Lampadaire. Le remplacement des lampadaires, des têtes de lampadaires. Écoute, moi, je l'ai mis là parce que je comprenais qu'on peut en parler. Je veux dire, si vous voulez, on peut en parler. Moi, je comprenais que c'était quelque chose que le Conseil souhaitait faire. C'est pour ça que je l'ai mis là. Je l'ai mis à l'ordre du jour. Je trouve ça intéressant, effectivement, mais il me semble que d'en discuter avec tous les autres projets, ça serait correct. C'est quoi, Charles, le montant approximatif là, on parle de montant qui tournerait aux alentours de 30 000 $ pour faire la centaine de lampadaires qu'on a au niveau de la municipalité. Le retour sur l'investissement, ça fait sur combien de temps, à peu près? Je te dirais que moi, pour les calculs, les études que j'avais fait dans un autre dossier, on va voir un retour sur les 5, 6, 7 prochaines années. Là. C'est pas une dépense qui est une dépense. Là. On parle ici d'un investissement, effectivement, parce que à terme, la municipalité sauve en termes de réduction de coûts d'électricité. Oui, avec Hydro-Québec. Ça a répondu un peu à ta question, Nicole? Je suis pas contre, là, mais c'est juste qu'on devait en discuter tous les projets en même temps. C'est correct. C'est combien de lampadaires environ? Une centaine? C'est ça, oui. Une centaine. Donc, ça peut être 300. Ça veut dire que si on en change, qu'on va rechanger plus tard, c'est à peu près 300 $. OK. Exact. On parle de remplacer la tête du lampadaire et non pas le lampadaire au complet, on s'entend. Puis ça, le contrat, ça se fait tout d'un coup ou c'est sur plusieurs semaines? Oui. C'est-à-dire, ça se fait tout d'un coup. On donnerait un mandat à une firme, un électricien, pour les remplacements des 100 au complet. Là. De toute façon, c'est sûr que là, on sauve en termes de... L'idée, c'est qu'on sauve. En les faisant tous d'une shot, on se trouve à sauver par avoir à les faire un par un. Tu sais, quand il y en a un qui brûle, on le change. Ça coûte toujours un peu plus cher si on le fait de cette façon-là. Que certaines municipalités choisissent de le faire, là, mais je pense que l'idée ici, c'est en le faisant tout d'un coup, évidemment, on a une économie d'échelle, on sauve des dollars là. Maintenant, c'est ça. On sauve la mobilisation. Ça réduit la pollution visuelle aussi. Mais il me semble qu'on avait eu une proposition d'une certaine entreprise déjà, là. C'est celle-là qu'on utilise, là? C'est-à-dire, c'est les chiffres de cette proposition-là qu'on a sur la table présentement. Mais, Nicole, écoute, on peut... Moi, l'idée, là, c'est parce que... Tu peux intervenir, Charles, si tu veux.
Oui. Pour répondre à ta question, Nicole, oui, on avait déjà eu une présentation Oui, de l'IFIN quelconque par rapport à un programme qui était avec les FQM. À ma connaissance, Oui. ce programme-là n'existe plus. Ah, OK. Il est arrivé à terme. Donc, on va procéder autrement. Et ce qu'on a discuté, ce matin nous a dit, c'est que l'entrepreneur qui fait notre entretien de lampadaire présentement, il peut le faire ce travail-là. On peut lui demander d'entretenir au fur et à mesure qu'il brûle. Ça donne un certain aspect, tandis qu'autrement, si on le fait tout faire par lui, ça coûtait à peu près 300 pièces par lampadaire. Ah oui, Tête de lampadaire. Non, c'est juste que l'idée étant que si on avait prévu ça en 2023, puis là, on se retrouve en 2020, puis on veut le faire. Je me demandais s'il y avait urgence ou si on décide d'aller de l'avant tout de suite avec ça. Mais c'était aussi de voir l'effet sur le budget et tout ça. On n'en a pas discuté vraiment. Alors, pour ce soir, là, ce que je comprends, on va le mettre de côté, puis on reviendra avec ça. Ben oui, possiblement qu'on l'adoptera, là. C'est pas contre non plus, là. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait l'adopter au Conseil extraordinaire du 26. On aura eu le temps d'en parler. Oui. Mais l'idée, je vous rappelle, l'idée, là, c'est de s'entendre le plus rapidement possible sur les projets qu'on a réalisés pour que nous, on puisse partir du côté de l'administration, passer de l'ensemble des commandes. Parce que moi, j'ai une fenêtre, là, sincèrement, là, qui nous amène fin septembre, début octobre maximum. Après ça, c'est les élections qui embarquent. C'est sûr, comme je disais tantôt, il pourra y avoir des contrats de données cet automne. Mais bon, c'est plus dans cette optique-là, Nicole, alors, que je mettais le point là, à l'ordre du jour de ce soir. OK. En conclusion, on va le reporter à une autre séance du Conseil. D'accord? On va aller au point 17.9, la facture de DGS pour les plans et devis pour l'asphaltage de la rivière des Pays. Ça, c'est reporté. OK. Bon, en fait, facture DGS, c'est ça. Ça, c'est des factures qui sont dans la liste des factures qu'on a approuvées. Supérieures à 5 000, alors on a besoin d'une autorisation spéciale. Et c'est essentiellement les plans, les devis concernant l'appel d'offres qu'on a mis au niveau du dossier d'asphaltage sur Rivière-des Fèves Sud, essentiellement. 1922 taxes inclus. OK. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Ça, c'est pour payer, là, hein? Oui, ça paye. Oui, ça paye, Nicole. C'est parce que le montant est plus haut que ça. Pourquoi Charles est autorisé à payer? Je le propose. Oui. Proposé par Nicole? Oui. Nicole Delmarie, c'est bien, merci. 17.10, facture EXP, plan de devis des garages municipaux. 17 267,81. Ça aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est un montant supérieur. Exact, même chose, mais ça concerne le garage municipal. Ça a déjà été autorisé et tout. Qui a fait la proposition? Daniel Marchand. Merci. 17.11, facture JFSA, inspection des points de raccordement des drains français de 240 résidents pour 31 905,57 personnes. C'est ça que tu as parlé tantôt, puis c'était pour Charles pour le 2020. Exact. C'est des travaux qui ne sont pas terminés, mais c'est une portion, effectivement, des travaux au niveau de l'étude d'analyse. Des travaux faits en 2020. C'est des travaux faits en 2020 puis on a reçu la facture seulement le mois de mars, ça fait des tapis. OK. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? C'est quoi les travaux? C'est des travaux d'analyse. Nos 240 propriétés, là, où on cherche à établir, dans le fond, si les conduits sanitaires sont branchés, les propriétés sont branchées sur les réseaux sanitaires et vice-versa sur le pluvial. S'il y a de l'interconnexion, ça, c'est les travaux d'analyse de la firme. C'est-à-dire, c'est les travaux. On n'a pas reçu les conclusions. Les travaux ne sont pas terminés, mais c'est une facture préliminaire des travaux qui ont été faits l'automne passé. Okay. Là, comme on est en zone rouge, il n'y a pas de visite chez les citoyens puis d'investigation chez les citoyens qui sont faits. Lorsqu'on tombera en zone orange, on pourra reprendre le projet. OK. Fait que les travaux vont recommencer après. Oui, tout à fait. OK. Fait que là, on fait ce qui a été fait. On va prendre action avec les résultats parce que là, si on les paye, ils vont nous donner des résultats. Oui, tout à fait. OK. On va avoir un rapport avec photo et tout le kit
un rapport par propriété. Excellent. Évidemment, les recommandations, c'est-à-dire les recommandations à savoir si effectivement il y a un problème d'interconnexion pour une propriété donnée. Là. OK, c'est bien. Et ça va, Lucien? Oui, ben je suis d'accord. Je propose. D'accord, t'en fais la proposition? Oui. Lucien Thibault, t'en fais la proposition. On va aller au point 18, qui sont les rapports des élus, en commençant par Nicole. J'ai rien de précis, là. C'est le HLM, il n'y a pas eu de réunion. OK, le HLM n'a pas de réunion. Patrice? Ben, j'en ai parlé tantôt là, au 69 du Forgeron pour la dérogation mineure. C'est tout ce que j'ai. OK. Lucien? Les loisirs, on est en train de regarder plein de petits projets. On travaille fort. Il va y avoir quelque chose à Saint-Jean-Baptiste aussi. Il va y avoir une parade. Les bénévoles travaillent super fort là-dessus. Fait que on va vous tenir au courant là-dessus. Les pompiers, ben on a fait la couverture de risque. On avance sur les négociations. Fait que ça continue. C'est tout. OK. Est-ce que Daniel a quelque chose à ajouter? Ben non, il ne s'est rien passé pour le projet Église. Ben, c'est vrai qu'il y a eu une rencontre le 17 mars, mais depuis, non, il n'y a rien de spécial. OK. Merci. Alors, pour ma part, à la MRC, il y a eu la rencontre du mois de mars habituelle et régulière, au cours de laquelle on a discuté des îlots déstructurés. C'est un dossier qui va probablement redémarrer dans les prochains mois avec le ministère, alors avec la CPTAQ, entre autres. Là. Ensuite, il y a eu aussi un projet de dépôt, pour la ville de Beauharnois, qu'il y aurait à l'éco-centre de la ville de Beauharnois la possibilité que les gens aient porté le verre, bouteille. Alors, c'est en évolution, c'est rien de décidé. Il y a eu aussi le rapport annuel en sécurité incendie qui a été déposé et adopté par rapport au pacte régional, autrement dit la piste cyclable. Il y a un montage financier à développer puis à trouver des fonds pour les différentes réparations et entretien de la piste cyclable. Et pour ce qui est de Saint-Urbain-Premier, il y a une étude de 10 000 à peu près, pour un coût de 10 000 environ, qui va être faite pour relier, pour voir comment pourrait coûter et comment on pourrait raccorder le village Saint-Urbain avec la piste cyclable qui est localisée à Sainte-Martine. Il y a eu aussi 2 dossiers plus locaux, dont un qui était le résultat de l'analyse de la CPDQ par rapport à l'agrandissement de la carrière Dolomique. Alors, on sait qu'il y a une carrière là qui voulait prendre d'expansion. Et la CPDQ refuse pas, accepte en partie et fixe un certain nombre de conditions. Pour ce qui est de la CPTAQ, toujours, il y a une demande de la municipalité de Saint-Stanislas de Costa pour l'installation d'une tour de télécommunications sur le territoire de Saint-Stanislas, mais en territoire rural, agricole. Alors ça va pour la régie intermunicipale de Québec, la vallée de Châteauguay, il n'y a pas eu de développement. Ce sont les opérations habituelles. Alors ça va pour le point 18. Le point 19, le rapport du directeur général et le dépôt des rapports internes. Charles? Oui, en fait, de mon côté, il y a essentiellement c'est la fermeture du projet du garage municipal avec les conclusions de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Ça, c'était une activité importante. On a également le dossier de la nouvelle vocation d'église avec la firme rue principale et le comité vocation église avec M. Daniel Marchand. On a eu une rencontre le 17 mars dernier et le prochain suivi avec le comité va être dans la 4e semaine du mois d'avril et des conclusions dans le dossier pour le conseil probablement dans la première semaine ou 2e semaine du mois de mai. Fermeture de fin d'année fiscale, Sylvie et les comptables sont activement impliqués là, dans tout ce qu'on a besoin, nous, de notre côté, à fournir d'informations pour la fermeture de l'année 2020, fermeture comptable, vérification comptable et tout le tralala, lorsqu'on a besoin de faire
à tous les années. Alors ça, c'est en cours. Bon. Charles, je m'excuse de t'interrompre. Es-tu en mesure de nous dire quand est-ce que la firme comptable va nous déposer nos états financiers au 31 décembre 2020? Non, je ne suis pas capable de te donner de date. Je peux te dire que là, on a, en fait, avec Chantal Monicky, qui est la responsable chez Goudreau Poirier, on a changé de comptable, si tu te rappelles, Régent, en début d'année. Et là, cette personne-là quitte apparemment la firme. Alors, d'ici la fin du mois. Ça fait que là, ce qu'on essaie de faire, c'est puis là, je veux dire, c'est vraiment une quantité d'informations incroyable qu'on nous demande de produire parce que l'exercice qu'on est en train de faire présentement, c'est l'exercice intérimaire de mi-année que normalement les comptables font, qui n'ont pas fait en 2020 à cause de la COVID-19, et la fermeture de fin d'année qui se fait comme en même temps, là. Alors, moi, ce que j'ai demandé à Chantal, à la responsable, c'est dans la mesure du possible de s'assurer d'avoir fait l'exercice de fermeture de fin d'année avant le départ de cette ressource-là qui nous est attitrée. Et ça devrait probablement se faire d'ici fin du mois d'avril, tu sais. Mais bon, j'ai pas de confirmation de ce que je te dis là. C'est juste des demandes que j'ai faites. On peut penser que d'ici la fin d'avril, ça va être correct. Ben là, c'est ça. Je veux dire, effectivement. On peut espérer. OK, tu peux continuer. Oui, ben en fait, le dernier point, c'était plus une rencontre que j'ai eue avec le service incendie pour leur présenter, dans le fond, une proposition salariale qui a été autorisée ou acceptée, travaillée par les membres du conseil. Alors, la rencontre a eu lieu milieu du mois de mars. Et la prochaine étape dans cette histoire-là, c'est pour moi là, de finaliser le document, le contrat, avec cette nouvelle grille salariale. Et puis, bon, évidemment, là, de faire approuver cette version de contrat-là par le conseil et éventuellement le présenter au service incendie. OK, ça fait le tour pour toi? Oui. Au point 20, c'est Varia, c'est des sujets à ajouter. Nicole? Non, j'ai rien de précis, non. Ça va. Ça va, Patrice? Non, c'est bon. Lucien? Tout est correct, c'est bien couvert. OK, Daniel? Rien pour moi. Ça va? Charles, as-tu des choses à ajouter? Non, ça va, merci, Régent. Moi non plus, il n'y a pas de choses à ajouter. J'avais un petit commentaire. Est-ce que j'ai pas compris? J'ai un petit commentaire. Vas-y. Je voudrais remercier Sylvain Roy pour tout le travail qu'il a fait avec nous. J'ai vraiment apprécié travailler avec lui. Il était vraiment dédié avec les bénévoles, fait que c'est un remerciement qui mérite bien, c'est tout. OK. D'autres commentaires? Ça va? S'il n'y a pas d'autres commentaires, donc, merci à tout le monde. Et la séance est levée à 8h53, 20h53. Merci beaucoup. Alors, bonne fin de soirée, portez-vous bien.